Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. J'ai changé le décor aujourd'hui. Je me suis tourné de côté dans la maison, entre autres parce que je voulais que vous puissiez voir. Ça, c'est le travail de Carlos Meljo. Je vous en avais parlé, du photographe animalier. Donc, on a deux photos de Bubble, notamment celle-là. On est assez fiers de celle-ci. De proche, là, vous voyez, il y a une pigmentation de cette photo-là extraordinaire. Et je vous encourage bien sûr à solliciter son talent. Alors, Carlos Meljo. N'oubliez pas que notre commanditaire cette semaine, je commence comme ça en ce vendredi Méli-Mélo, eh bien c'est Borrowell. Borrowell, c'est une agence qui va vous informer de votre code de crédit et qui, à chaque semaine, donc, vous informe de cela tout à fait gratuitement. Mais aussi vous offre des produits adaptés à votre situation, à vos besoins, notamment la carte de crédit qui répond à vos besoins. Est-ce que vous êtes des gens qui voyagent? Êtes-vous des gens qui font du camping? C'est-tu de la consommation, par exemple, à l'épicerie, etc.? Quel genre de carte avez-vous besoin? Ce sont des experts, c'est gratuit et vous pouvez accéder à ce site juste en cliquant dans un des liens dans la description. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire, évidemment. En ce vendredi, donc, Méli-Mélo, j'ai 6 sujets pour vous. Je vais essayer de faire ça rapidement aujourd'hui. Je veux débuter avec le sujet que vous connaissez. Vous n'aviez pas besoin d'experts pour vous le dire, et je parle de l'inflation. Vous avez vu le panier d'épicerie augmenter, vous avez vu le prix de l'essence augmenter, vous avez vu les prix des matériaux augmenter, notamment matériaux de construction. Eh bien, c'est assez inquiétant. On a déterminé donc que le taux d'inflation en septembre était de 4 ou 5 % ou entre 4 et 5 %. C'est majeur. C'est le plus fort taux, donc je vais utiliser le pire taux, donc de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation dans les 18 dernières années. Et c'est 2 fois l'indice de base qu'avait souhaité ou que souhaitait ou sur lequel on se basait à la Banque du Canada, Banque centrale. Donc, on est 2 fois plus élevé que ce qu'on avait prédit et souhaité, puis que notre structure économique est en fonction de cette prédiction-là. Puis c'est du jamais vu depuis 18 ans. Il y a des effets tangibles, vous en êtes la preuve, vous les voyez, ces effets. Et c'est sûr qu'il y a des causes à ça. Plusieurs causes, notamment, je vais en énumérer 3, on a une reprise post-pandémique. Alors, on a mis l'économie sur pause sur plein de secteurs. Puis là, avec la reprise post-pandémique, on a un goulot d'étranglement dans plusieurs secteurs, ce qui fait augmenter la demande. Donc, une surchauffe de l'économie pour ces secteurs-là. Bien sûr, on a en lien avec ça une pénurie de biens. Il y a plein de choses. Moi, j'attends une pièce pour une voiture, là, puis ça peut être très, très long. Il n'y a plus de pièces pour des voitures. On produit moins de voitures. Regardez comment c'est difficile d'acheter un F-150 de ce temps-là. Il y a toutes sortes de matériaux, notamment en construction, des baignoires, des robinets, etc., qui sont en rupture de stock. Donc, la production, c'est plus difficile, ce qui fait donc une grande demande, peu d'offres, les prix montent. Troisième phénomène, bien sûr, la pénurie de main-d'œuvre. Tout ça est imbriqué, moins de monde, moins de production. Moins de production, on a des prix qui augmentent à cause de la rareté. Mais dans plein de domaines, la pénurie de main-d'œuvre affecte dans les deux sens. Affecte pour augmenter le prix, mais aussi pour faire des goulots d'étranglement. Quand j'ai des restaurateurs qui sont obligés de fermer 2 jours par semaine, là, j'ai plus de monde en même temps plus tard dans la semaine. Les secteurs qui sont touchés, vous les savez, les évidences sont évidemment l'énergie, la nourriture, mais le commercial également, la consommation, les biens à la consommation, puis bien sûr les logements. Regardez la flambée des prix dans les maisons, dans tout ce qui s'appelle logement. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a une rareté et qu'il y a une grande demande. Alors, les experts dans ce domaine-là arrivent avec 2 hypothèses. Ou bien, c'est une situation épisodique, temporaire, puis on va revoir, si je mets ça sur plusieurs mois, un rétablissement de l'inflation, hypothèse 1, donc c'est une bulle septembre, reprise, école, retour à la normale, un peu plus normale après les vacances de l'été. Alors peut-être c'est ça. L'hypothèse 2, c'est que non, c'est là pour un peu plus longtemps, c'est là pour durer. Si c'est à long terme, bien sûr, les administrations de la Banque centrale vont être tentées de juguler cette inflation galopante. Un des outils disponibles à la Banque centrale, c'est la hausse des taux d'intérêt.
comment on fait pour juguler donc cette inflation? On ajuste les taux d'intérêt à la hausse. Je regardais aujourd'hui, il y a certains experts qui prédisent que le taux d'escompte de la Banque du Canada passera en un an, graduellement, mais en un an, de 0,25 à 1,25. C'est 5 fois. C'est majeur. Et qu'on pourrait penser que les taux hypothécaires pourraient être augmentés de 1 % d'ici un an. Et ça, quand je regarde le prix des maisons, 1 % sur le taux hypothécaire, c'est important. Puis surtout que pour les nouveaux acheteurs qui vont arriver sur le marché, le test de capacité financière va être donc majoré. Et ça va être encore plus difficile. Donc, il va y avoir possiblement, donc cet effet-là, un effet décroissant des valeurs des maisons. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les possibilités d'augmentation de taux d'intérêt, c'est réel. Moi, ce qui me préoccupe encore davantage, parce qu'ultimement, la consommation, on est capable de la contrôler. Peut-être pas l'épicerie, mais on peut faire de choix différents. Mais là où ça m'effraie, c'est que l'augmentation des prix, donc l'inflation, a un effet sournois sur plein de choses qui sont en lien, qui sont directement liées avec l'IPC. Je vous donne 2 exemples. Dans la nouvelle formule de tarification chez Hydro-Québec, on utilise l'inflation comme un des paramètres qu'on va utiliser pour fixer les taux d'augmentation des tarifs d'hydroélectricité. On l'a déjà vu, il y a eu une hausse récente d'annoncer. Donc, dans la formule de comment je détermine l'augmentation des tarifs d'hydroélectricité, l'IPC est là. Si j'ai un IPC à 5, aïe aïe. L'autre endroit où ça se répercute dans plusieurs municipalités, c'est l'augmentation de taxes municipales. Regardez à Gatineau, on a une candidate qui dit, notamment chez Action Gatineau, moi, c'est l'inflation plus 1 %, pas de cap. Imaginez ça, je parle d'Action Gatineau, imaginez ça, Maude Marquis-Bissonnette qui dit 2,9, c'est ça que je vais charger, mais ça va être à l'IPC plus 1. Ça a toujours été ça chez Action Gatineau. Évidemment, on ne pourra pas augmenter les taxes de 6 % par année, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, mais l'effet est réel, là. Souvent, on a des administrations qui basent leur augmentation de taxes à l'IPC pur ou l'IPC plus quelque chose. Dernier budget municipal à Gatineau, c'était l'IPC plus 0,5. Maude Marquis-Bissonnette propose IPC plus 1. Évidemment, là, on va avoir toute la chicane. Oui, mais laquelle IPC, pour quelle période, quelle moyenne, etc. Mais il en demeure pas moins que de façon macro, l'inflation affecte beaucoup de factures qui viennent par la suite, notamment la facture de taxes municipales. Il faut donc être très sensible à ça. Donc, ici, on a une lumière orange. Il y a plein de facteurs qui affectent donc la consommation, qui font grimper les prix. L'inflation est élevée et la Banque centrale risque. Donc, on pourrait se faire frapper de 2 côtés. Là. On pourrait se faire frapper par une hausse des taux d'intérêt, puis on pourrait se faire frapper par ricochet, par des augmentations de tarifs qui sont basées sur une formule IPC plus quelque chose, notamment les taxes municipales. Deuxième sujet, je veux vous parler des primes de 15 17 000 18 000 pour les infirmières, pour les ramener au travail. Il y a eu une démonstration éloquente cette semaine qu'il y a une différence entre l'annonce politique puis le fine print, le fin détail quand le décret est écrit. Alors, le ministre dit, moi, je veux ramener des filles, des gars sur le plancher des vaches dans les hôpitaux. Il me manque 4 000 infirmières et plus. Je vais sortir 15 000 pour les attirer pour revenir. Tu lis le détail, OK, mais pour avoir le 15 000, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais voici tous les cerceaux qu'il faut que tu sautes, dans lesquels il faut que tu sautes. Donc, puis là, on lit que quelqu'un qui part pour une journée sans solde perd sa prime. Pourrait même être obligé de la remplacer. Ça a fait un scandale pour 24 heures. Puis le ministre était obligé de serrer la vis en disant, non, c'était pas ça mon intention. On va régler le texte. Mais c'est pour vous montrer comment des fois, tu sais, c'est pas lui qui a écrit le texte du décret, puis c'est pas lui qui négocie à la table le texte de tout cela, avec notamment le monde syndical. Puis ça a fait une mini-crise, ça l'a rendu incertaine, cette prime, pour rien. Mais ça vous montre l'effet de cela. Mais ça nous a permis, ça m'a permis, moi, de voir, par exemple, le vrai visage du syndicat des infirmières en Outaouais, qui, je l'écoutais, qui déchirait sa chemise, pas de bon sens, puis c'était écœurant, puis bon. Puis elle donnait l'exemple que, ben voyons donc, priver une fille de la prime parce qu'elle décide
de poursuivre ses études ou d'aller enseigner. Je veux juste vous rappeler que cette prime a été établie, puis tous les Québécois, oui, Bobo, tous les Québécois vont payer cette prime dans nos impôts pour avoir du monde à l'hôpital, soigner du monde. Pas pour augmenter la cohorte d'étudiantes ou pas pour aller enseigner, là. Je veux dire, je pense pas que c'est ça l'objectif, mais j'entendais le monde syndical, donc se dire étonné puis choqué de « Mon Dieu, on va enlever des primes à du monde qui ne viendront pas soigner des patients. » Je trouvais que ça en disait long, mais une bonne chose comme conclusion dans ce sujet-là, c'est que le ministre a rétabli ça en disant « c'est pas le Far West, c'est pas le party, mais d'un autre côté, on va être raisonnable. C'est pas parce que tu manques 2 minutes le matin, que tu es en retard, que tu vas perdre ta prime. Comment? » Je veux, en parlant de ça, un sujet que je pense que je vais sortir du champ gauche avec ça, mais Royaume-Uni. Cette semaine, je suivais ce qui se passait là-bas, puis on est très inquiet. En juillet, on a levé à peu près toutes les mesures. Plus de masque, pas de passeport, pas de distanciation. Et les cas reprennent. Les cas reprennent vraiment beaucoup. On a dénoté lundi, donc cette semaine, une journée, 50 000 cas au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent un retour de certaines mesures. Et on pense que, dans le fond, en anglais, on dit « the perfect storm ». Mais le perfect storm, c'est qu'on a tout enlevé les mesures, il a fait beau, on a repris notre vie normale là-bas. Et la première chose qu'on a su, il a commencé à faire froid, on a commencé à être plus à l'intérieur, le variant est arrivé, le variant Delta est arrivé, et on a eu la fin de l'efficacité, ou de la plus grande efficacité du vaccin, devinez lequel? AstraZeneca. Parce que donc, on a une plus faible efficacité. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Oui, le monde sont beaucoup moins malades, mais il y a pas mal de monde de malades pareil. C'est ce que ça fait le vaccin, l'AstraZeneca. Mais là, on est en train de penser de donner une 3e dose à pas mal de monde parce qu'on a cette fin d'efficacité-là. Puis on a enlevé les mesures sanitaires. Puis on est pris donc avec un problème sérieux, là, qu'il y a beaucoup de pression pour revenir à des mesures sanitaires, alors que ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Tout ça pour faire un lien avec le Québec, ça serait le fun, ça aurait été le fun que les cochons d'Inde comme moi, les guinea pigs, les rats de laboratoire comme moi, on avait eu cette information-là, que ben, finalement, il est aussi bon, mais il devient plus bon plus vite que le Pfizer. Mon vaccin, là, il est pareil, mais le Pfizer continue, puis Astra plante. Peut-être que au lieu de nous pousser en gang de moutons à aller se faire vacciner rapidement, peut-être que, écoute, tu ne pourras pas voyager aux États-Unis. Écoute, si tu as une mixité, tu ne pourras pas voyager. En passant, il va perdre l'efficacité. Peut-être que tu vas en avoir besoin d'un 3e, and on. Peut-être j'aurais dit, ben, tu sais quoi? Peut-être m'entendre pour le Pfizer. Fait que c'est ça que je voulais vous dire par rapport à le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, en passant, c'est le pire pays. Puis c'est l'Astra, là. Puis ça a été le pire pays en Europe. Il y a eu 8 500 000 cas. Et c'est le 4e pire pays au monde, les États-Unis, l'Inde, puis le Brésil. Donc, en 4e place, le Royaume-Uni. Ouais. En parlant de vaccination, je vous en ai parlé hier, vaccination des 5-11 ans comme 5e sujet. Je vous le disais hier, M. Trudeau a dit qu'il y avait un deal pour avoir assez de doses. Moi, je pense qu'on a un devoir, là, comme société, là, de bien faire nos devoirs, puis bien informer des conséquences, là, pour que les parents prennent une décision éclairée, qu'ils aient le choix. Pas 2 poids, 2 mesures, là, pas le prof dans la classe qui, lui, n'est pas obligé, mais l'enfant soit obligé d'être vacciné, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Pfizer est sorti aujourd'hui en disant que les études sont concluantes. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est Pfizer, vous avez raison, c'est de l'autorégulation, ça vaut ce que ça vaut. Et là, on attend toujours les réponses de la FDA, qui est pas mal plus sérieuse, puis aussi de Santé Canada. Mais, essentiellement, Pfizer dit, ben moi, je pense que mon vaccin est efficace, puis il n'y a pas de risque. Bon, alors ça, c'est sorti aujourd'hui, puis on attend, aujourd'hui, semble-t-il, des résultats de la FDA qui est indépendante. Bien sûr, Pfizer est américaine, mais on va être obligé de se fier, comme pour le reste des choses, là, à un corps public à un moment donné. Puis FDA, je pense, sont assez sérieux aux États-Unis. C'est ce que je voulais vous dire pour les vaccins des enfants, donc 5-11 ans, assez de doses, mais encore faut-il avoir la certitude que les avantages dépassent largement les inconvénients. Je veux
Toujours en lien avec ça, je vais vous parler du fédéral qui vient de lever les interdictions de voyage non essentiels, sauf les croisières. Ça, c'est une très bonne nouvelle, je pense, notamment pour notre industrie du tourisme qui vend des voyages, notamment nos agences de voyage, nos tours opérateurs, les gens qui travaillent dans l'industrie de l'aviation, etc., du monde qui travaille pour Transat. Bon, c'est une bonne nouvelle, on est capable. Et à ce titre-là, la petite expérience de vie que j'ai, je vous suggère, si vous voulez voyager, même si c'est en janvier, mars, juin prochain, la semaine de mars, pensez-y plus vite que tard. Encore là, il y a la question de l'offre et de la demande. Alors, on n'est pas revenu à pleine capacité, donc on n'a pas une pleine offre, puis je pense que la demande va être importante. Je pense que les gens ont hâte de quitter le Québec. Temps gris arrive, je pense qu'il y a des gens qui disent, bon, mais c'est le moment, on a sauvé pour un an, ben, on est capable d'y aller. On a sauvé presque plus que pour un an. Donc, il va y avoir peut-être une surchauffe de cette industrie-là. Aussi, M. Trudeau a annoncé un accompagnement toujours présent parce que le programme PCRE se termine demain, mais toujours présent pour l'industrie touristique, ce qui est de bonne augure parce qu'ils ont mangé leur bas. C'est pas facile. Là. Donc, je pense que ça, c'est tous des bons éléments. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gouvernement qui avait levé les restrictions, qui sont beaucoup plus philosophiques. Il n'y avait pas... Tu voyageais à tes risques, mais tu pouvais partir pareil. Mais là, il enlève la restriction, ce qui est une bonne affaire. Puis il va y avoir des conséquences sur les assurances pour les voyageurs. Et alors, vérifiez cela, parce qu'il va y avoir, une fois qu'on enlève la restriction, on risque d'avoir des avantages liés à l'assurance voyage. Par contre, l'effet pervers de cela, c'est qu'il faut faire attention à l'effet au Canada. Bien sûr, on a levé les restrictions. Il y a des voyageurs étrangers qui peuvent venir, soit. Il faut qu'ils viennent en nombre suffisant, là. Parce que là, on a eu des Québécois qui ont voyagé au Québec. Fait que ça a pris des chambres d'hôtel en Gaspésie, puis à Ouédon, puis on a voyagé au Canada, puis Banff, regardez les photos sur les médias sociaux, Banff est populaire, etc. Mais là, on ouvre les frontières, puis on dit, bye, vous pouvez aller en République, au Mexique, en Jamaïque, vous pouvez aller en France, bon, peu importe. Ça veut dire que moi, je pense qu'il y a pas mal de Canadiens qui vont mettre la pédale douce sur les voyages au Canada. Fait qu'il faut supporter notre industrie touristique locale qui accueille les touristes. Est-ce que le monde entier a commencé à voyager vers le Canada? Je ne sais pas. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment regarder de près. Et finalement, je veux simplement terminer en vous disant que, bon, la campagne électorale municipale bat son plein. Je vais passer beaucoup de temps dans les 2 prochaines semaines sur la campagne municipale. Le discours d'ouverture est passé, les gros projets de loi déposés sont passés. La campagne municipale à Gatineau, partout au Québec, mais il reste 15 jours. À partir d'aujourd'hui, il reste 15 jours à la campagne. Cette semaine, on a vu beaucoup de cadres financiers, notamment de M. Leblanc. On a parlé de taxes municipales avec Mme Bellil également. Ce que ça me dit quand je regarde le portrait financier, c'est que c'est possible de ne pas surtaxer les Gatinois. Il y a une possibilité et je trouve que j'aurai la chance de revenir en détail, mais je trouve tellement faux le débat de dire c'est épouvantable, si on ne charge pas 2,9 %, dont 1 % pour les infrastructures, on va avoir un déficit structurel récurrent, puis à terme, ça va être bien de l'argent. Bien sûr, à chaque fois que je ne taxe pas, je manque de l'argent. C'est une vérité de la palisse. Tant qu'à ça, pourquoi on ne dit pas, hey, si on, à 2,9, OK, on charge 2,9 d'augmentation, mais si on avait chargé 4,9 d'augmentation, hey, on aurait eu bien plus d'argent, on aurait été capable de faire bien plus d'affaires. Donc, Action Gatineau nous prive d'argent en ne taxant pas 4,9. Ça veut dire que cette logique-là, il n'y a aucune limite. Oui, par rapport à un chiffre, il y a toujours moins d'argent, mais il faut comparer ou tenter d'arrimer ce qu'on a besoin, l'efficacité avec laquelle on la dépense et l'efficience avec laquelle on la dépense, les priorités qu'on utilise, mais aussi la capacité de payer des citoyens. Et cette expression-là, ce que ça veut dire, ça, la capacité de payer des citoyens, c'est absent de plusieurs discours électoraux, notamment d'Action Gatineau. C'est quelque chose qui n'existe pas. Les taxes municipales sous Action Gatineau, pendant 8 ans, ont augmenté de façon exponentielle. On est plus de 20 et pas loin de 30 % d'augmentation de taxes parce qu'elles sont cumulatives, justement. Puis on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassasié. Il faut toujours en avoir plus parce qu'Action Gatineau est incapable de serrer la vis puis de se contraindre à gérer efficacement. C'est impossible. C'est toujours plus, c'est facile de taxer le monde. Recevoir de l'argent en politique, il n'y a jamais rien de plus facile que cela. Couper, c'est pas mal plus compliqué, par exemple. Alors, je trouve que c'est un faux débat, c'est un débat absolument théorique de dire, hey, si on ne charge pas plus, on va avoir moins d'argent. Hey, no kidding, Einstein. Bien sûr. Mais tant qu'à ça,
Regardons ce qui se fait dans d'autres municipalités. Puis sont assez rares les villes au Québec de 100 000 et plus habitants qui facturent à 2,9 d'augmentation. Gatineau est une des seules. C'est ce qu'on nous promet encore chez Action Gatineau, particulièrement dans notre structure financière où on est une des régions les plus chanceuses du Québec avec des enlieux de taxes majeurs, des enlieux de taxes fédéraux et provinciaux. C'est le fun. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas beaucoup de services, ça, un édifice fédéral. Ça ne prend pas de services de loisirs, n'est-ce pas? Non, pas bien. Alors, il y a plein de services qui ne sont pas offerts quand c'est des enlieux de taxes des édifices fédéraux. Alors, je trouve que le débat est mal lancé. C'est de la poudre aux yeux de faire croire que c'est épouvantable. On n'a aucune autre alternative que de dégorger le monde. Puis rappelez-vous, les taxes municipales que vous payez ça avec de l'argent net d'impôt. Quand tu payes 5 000 $ de taxes municipales, il est fort à parier que tu es obligé d'en gagner 10 000 pour payer ça. Après l'impôt, prends 10 000 de revenus, je paye mon impôt, mes charges sociales, ce qui me reste, je prends ce chèque-là, l'argent, puis je fais un chèque à la ville. C'est de l'argent net d'impôt. C'est énormément d'argent, surtout dans un contexte où votre pouvoir d'achat va diminuer à cause de l'inflation. Je reviens avec mon premier sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous souhaite un bon week-end. On travaillait à l'entour de la maison ce week-end et je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Merci beaucoup. Salut!